Monsieur Diallo Medoune, professeur de physique-chimie, qui va nous rejoindre la bête noire de Ascoubène. Physique-chimie, je peux sortir, hein? Dès que j'entends physique-chimie... Surtout de certain niveau. Merci. Il est là pour les classes de terminale. Merci beaucoup, Monsieur Diallo Medoune. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. D'abord, le geste barrière, prendre la solution hydroalcoolique. Je pense que même après Corona, il faudra continuer, docteur Massamba, n'est-ce pas? Ouais. La fameuse... Bon, je vais vous présenter un chapitre, le P6 en terminant, le P6, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, c'est le P6. Mouvement. Je vais faire certains aspects de ce chapitre-là. Mouvement d'une particule. Mouvement d'une particule chargée. Je vais abréger dans le champ magnétique. Uniforme. Dans le champ magnétique uniforme. D'abord, nous allons énoncer la force de Lorentz, soit une particule chargée de charge Q, une particule chargée de charge Q, qu'on lance avec une vitesse V dans un champ magnétique uniforme B. L'expression de la force, qu'on appelle la force magnétique, qui est la force de Lorentz, va s'écrire, c'est admis, F égale QV vectoriel B. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la force de Lorentz? Quelles sont les caractéristiques de la force de Lorentz? Ici, c'est le pôle du vecteur de QVB. Cette force F, pour connaître sa direction, cette force est perpendiculaire au plan formé par V et B. Maintenant, pour connaître son sens, nous allons faire appel à la règle de la main droite. La règle de la main droite. QV est dans le sens des doigts, de la paume vers les doigts, orienté de la paume vers les doigts, et B est indiqué par la paume de la main. B est indiqué par la paume de la main, et le pouce écarté nous donne le sens de F. Maintenant, d'abord, nous allons faire une petite précision. QV, quel est le sens de QV? QV dépend généralement de Q. Si Q est positif, QV et V ont le même sens. Maintenant, si Q est négatif, c'est là où il va falloir faire attention. QV et V sont de sens. Sont de sens à ce même différent. Oui, contraire. Merci, sont de sens différent. Sont de sens contraire, très bien. Maintenant, on va donner un exemple. Par exemple, si on a V est là, on a une particule peut être un ion, un électron, un ion positif ou négatif, de charge Q, par exemple, une charge positive. Ça, on est dans un champ magnétique comme ça. Si on met un point, ça veut dire que le champ est sortant. Quel sera le sens de la force magnétique? Allez pour me dire quel sera le sens de la force magnétique. On applique la règle de la main droite. La main droite, pas la main gauche. Si vous prenez la main gauche, vous allez vous tromper de sens. Q est positif, donc QV et V sont le même sens. Le champ est sortant, donc, et le pouce écarté. Donc, comment ça va diriger la force à ce moment? Vers le bas. Très bien. Docteur Massamba, merci, docteur Massamba. Très bien. F est comme ça. La force magnétique sera dirigée vers le bas. Très bien. Maintenant, si la charge était négative, on prend l'exemple, une particule qui est dirigée, qui a vecteur vitesse dirigée comme ça, qui règne dans un champ uniforme. Nous parlons que des champs uniformes, mais nous parlons que des champs uniformes. Si Q est négatif, donc, à ce moment, comment sera dirigé? Comment on va appliquer la règle de la main droite? Comment est QV? Q est négatif. Comment est QV par rapport à V?
En tout cas, de sens contraire. Oui, donc nous n'allons pas prendre le sens de V, nous prendrons le sens-là. Je le dois de bouger. Maintenant, comment sera la force? Par rapport, vous regardez le bon pouce. En haut? En haut, la force, c'est cette force-là qui va indiquer le mouvement de la partie. C'est important de connaître la force. C'est le plus important. Si vous avez au moins le sens de la force, c'est la force qui va nous indiquer la trajectoire. Maintenant, ok. C'est ça d'abord le plus important de tout. C'est ça qui est nouveau. La force de Lorentz, de pouvoir donner son sens par rapport, appliquer la règle de la main droite. Il y a plusieurs autres règles. Il y a les 3 doigts, je ne vous conseille pas. Vous avez tendance à tirer le doigt jusqu'à vous casser l'index. Non, ça c'est une règle très simple. Là, il y a le bonhomme d'Ampère. Mais il faut apprendre une règle et la maîtriser et l'appliquer à chaque fois. Maintenant, nous allons appliquer ça. Nous allons appliquer cette règle-là. Je ne vais pas enlever. Je pense que c'est bien possible avec le balai. Je le titre, je vais perdre mon titre. Hein. Nous allons appliquer. Allez. Désolé. Je ne voulais pas perdre mon titre, mais ce n'est pas méchant. Mao va vous le mettre. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Nous avons ici un point O. On lance avec une vitesse V une charge. Voici la trajectoire. On a un champ sortant. On a un axe X, un axe Y. Je vais demander à un élève de me représenter la force magnétique. Qu'est-ce que vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes en train de... Pourquoi la trajectoire est comme ça? Oui, on a une trajectoire plane. Je vais revenir sur la démonstration. La trajectoire est plane. Mais j'y reviens. Oui, il faut revenir. Très bien, je vais revenir sur ça. Donc, on va prendre système. Allez, c'est tout d'habitude. Système, c'est quoi? Le système étudié, c'est quoi? Le système, ça c'est une question transversale. Hein? Montrer que la trajectoire est plane, montrer que le mouvement est uniforme, montrer que le mouvement est circulaire. Ce sont des questions qu'on retrouve dans tous les sujets d'examen, hein? Tous les devoirs. On va régler ça vite fait. Le système, c'est quoi? C'est la particule, le référentiel terrestre supposé galiléen. Encore, quel est le second point? Le bilan des forces. Nous voyons la force magnétique. Dans chaque, nous allons négliger le poids par rapport à la force magnétique. Donc, nous avons une seule force. Nous allons négliger le poids par rapport à la force magnétique. Donc, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. C'est vraiment le théorème qui est en vogue en classe de terminale. Somme des forces égale. Dites-moi, je vous écoute, M. Somme des forces égale MA. Même si vous dormez, on vous réveille, dites somme des forces, dites égale MA. C'est ça, en terminale, c'est ça qu'on doit apprendre. Somme des égale MA. Vite fait, nous voulons montrer que la trajectoire est plane. Donc on applique F. F c'est quoi? F c'est Q, V vectoriel, B égale M, MA. Donc, on met sur M, vectoriel B égale A. Par définition, si F égale QVB, F est perpendiculaire à V et perpendiculaire à B, puisqu'il est perpendiculaire au plan formé par V et B. Donc A aussi sera perpendiculaire à V et sera perpendiculaire à B. Regardez B, si on met le champ B, B sera dirigé suivant un axe Z. Un axe Z. B sera dirigé suivant un axe Z. Donc B est suivant Z. B est suivant Z. Donc A est comment par rapport à B? A est perpendiculaire à B. A est perpendiculaire à B par définition. Donc, ça veut dire que la composante AZ égale 0. Ça veut dire que D de VZ égale 0. Donc, ça veut dire que VZ, la composante VZ est égale à une constante. Mais AT égale 0, on voit que V est suivant X. Donc, VZ égale BZ égale 0. C'est suffisant pour dire que la vitesse n'a pas de composante suivant l'axe Z. Donc le mouvement sera dans le plan OX, OY, ou bien XX prime, YY prime. Donc le mouvement est plan. Mais le mouvement pour l'étudier, il faut tout s'intéresser à la vitesse. La vitesse nous donne plusieurs informations sur le mouvement. Donc le mouvement est plan. Maintenant, à quoi ressemble le mouvement, le tracé là? Il ressemble à quoi? Un arc. Oui.
Un arc ou bien ça? Un arc, très bien, un arc de cercle. Oui. Voilà, donc montrons que le mouvement est circulaire pendant qu'on y est. Mais c'est pas la peine. Montrons que le mouvement est circulaire. Montrer que le mouvement est circulaire. Quand même, ça, ce sont des choses qu'on raconte toujours. Hein. On a besoin de le faire encore. Montrons que le mouvement est circulaire. Voilà. Montrons que le mouvement est circulaire. Donc, on reprend toujours notre théorème. TCI, F égale MA. Donc, QV vectoriel B égale MA. Nous voulons montrer que le mouvement est circulaire. D'abord, montrons d'abord que le mouvement est uniforme. C'est plus simple. Après, on va montrer que le mouvement montrons que le mouvement est uniforme. Un mouvement uniforme, ça veut dire la vitesse est constante. La vitesse est constante. Très bien, docteur Massamba. Vous finissez par être un bon physicien. On va voir la vitesse est constante. Très bien. A est perpendiculaire à V, par définition. A est perpendiculaire à V. A est perpendiculaire à V. Donc, A est perpendiculaire à AT. AT, c'est la composante tangentielle de l'accélération. Donnez-moi les composantes. On va écrire. Dans la base de Freinet, A, le vecteur A pour composante AT et AN. AT, c'est D de V sur DT. AT est suivant V. AT a la même direction que le vecteur vitesse. AN, c'est V au carré sur ρ. ρ, c'est le rayon de courbure. A est perpendiculaire à AT. Ça veut dire que A est perpendiculaire à V. Excusez-moi. A est perpendiculaire à V. Ce que je venais de dire. A est perpendiculaire à V. Non, je l'ai écrit. A est perpendiculaire à V. Ça implique quoi? Que AT égale 0. Puisque AT est suivant V, alors que A est perpendiculaire à V, A n'a pas de composante suivant V. Donc AT égale 0, ça veut dire quoi? Donc D de V sur DT égale 0. Ça veut dire quoi? On dérive, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc le mouvement est uniforme. On peut en profiter. Donc, puisque AT égale 0, qu'est-ce qui va rester sur A? A avait deux composantes, AT et AN. Donc, il va rester A sera égal à N. Donc, A égale à N. Je prends les coordonnées seulement. Hein? C'est V carré, V au carré sur ρ. Donc, par projet, puisque F sera M comme multiplié à N, F est centré, perd. Donc, nous projetons F égale à QVB égale M V carré sur ρ. Montrer le mouvement est circulaire, il faut écrire ρ. Maintenant, il s'agira de montrer que ρ est constant et le mouvement sera circulaire. Donc, si on simplifie ici, il va rester V. Donc, ça veut dire quoi? On prend la valeur absolue de QB égale M V sur ρ. Donc, ρ égale quoi? V c'est V0 sur Q, valeur absolue de Q, on multiplie B. V est constant, on l'a déjà dit, la masse elle est constante, la charge elle est constante, et B aussi. Donc on dit que ρ est constant, le rayon de courbe est constant, donc ça sera égal à R. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est uniforme, il était déjà, le mouvement était uniforme, on l'a démontré ici en 1. En 2, on vient de montrer que le mouvement est circulaire. Donc on a un mouvement circulaire uniforme. On peut revenir à notre pour c'est bon. C'est bon. Ici, donc comment on va représenter? Maintenant ici, je vais faire une certaine précision. Le mouvement est circulaire. Si la longueur du champ est assez grande, donc ça peut faire un cercle, le mouvement peut faire un cercle, la particule peut faire un cercle. Mais si la longueur du champ n'est pas assez grande, si la longueur du champ n'est pas assez grande, la longueur du champ, très bien, la longueur du champ n'est pas assez grande. Si le champ, par exemple, le champ s'arrête là, la région où règne le champ magnétique, c'est ça. On a une particule V. V, c'est ça. V. Q est négatif, on a une charge négative. Le champ est sortant, donc c'est pourquoi on a une telle. Donc comment sera? En un point M.
comment on va représenter? La vitesse, elle est toujours tangentielle. La vitesse est comme ça. On fait comme ça, n'est-ce pas? Puisque la Q est négative. Donc, F sera F excentrique, fait un double 1. Vous savez très bien que la force excentrique, je suis en train de revenir sur le coup. Donc, la force excentrique, centripète. Maintenant, si la particule sort, le champ, la longueur du champ n'est pas assez grande pour permettre à la particule de faire un demi-cercle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La longueur du champ n'est pas assez grande. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Très bien, c'est ça la trajectoire. Arrivé ici, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La particule va sortir de la région où règne le champ, donc avec sa vitesse V. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a un écran ici. Quelle sera la nature du mouvement de cette particule? La particule viendra heurter un écran ici. Avec quelle sera la nature de son mouvement? On vous le demande. Quelle est la nature du mouvement quand la particule sort du champ? Il sort avec une vitesse V. Il n'y a plus de force, il n'y a rien. Quelle est la nature du mouvement? Ça va continuer. Oui. C'est le premier principe. Mouvement, le mouvement sera rectiligne, uniforme. C'est le premier principe. Si je pose ici mon portable, il y a le livre là. Si on ne touche pas au livre, il reste immobile. Oui. Mais si le livre est allumé d'une vitesse V, si on ne touche pas, s'il n'y a pas de frottement, le livre va continuer avec sa vitesse uniforme. C'est le premier principe. Maintenant, regardez, la particule était entrée comme ça. Finalement, on devait la retrouver ici, mais on l'a déviée. On appelle ça ce qu'on appelle la déflexion verticale. Il y a une déflexion. On vous demande souvent de calculer O', O'P est appelée la déflexion O'P, cette distance-là. Elle est entrée. Maintenant, si on continue cette droite-là, il va couper ici au milieu. Maintenant, connaissant la distance entre le milieu, qu'on appelle D, entre le milieu et l'écran, qu'on appelle D, connaissant la longueur, connaissant la longueur du champ, et nous savons aussi que le mouvement est comment est le mouvement, Massamba? Le mouvement était? Il était circulaire. Très bien, circulaire. Ça veut dire quoi? Que le rayon est constant. Très bien. On a le rayon qui est comme ça. Très bien. Ça, c'est le rayon du mouvement, c'est ça. Certes, on a un arc de cercle, mais en réalité, le mouvement est circulaire. Donc, on pourra facilement calculer ce qu'on appelle la déflexion. Je vais vous demander de me chercher la déflexion en utilisant ce triangle-là. L'angle alpha devient ici. L'angle alpha qu'on a ici est la même. Donc, vous pouvez facilement, si alpha est faible, on va prendre certaines approximations. On va juger alpha faible. Alpha faible, ça veut dire quoi? Si alpha est faible, si alpha est petit, alpha est inférieur à 10 degrés ou égal à 10 degrés, on va dire que sinus alpha sera équivalent à alpha. Et tangente alpha sera équivalent à alpha. Vous allez nous faire, à partir de ces deux approximations, et considérant le grand triangle là et le petit triangle, me donner la déflexion. C'est ça. Si vous voulez, on peut le faire, mais si on n'a pas le temps, je vous laisse continuer de faire ça à la prochaine. Vous allez me faire ça. Maintenant, avant de voir l'exercice, nous avons un exercice 1. Exercice 1, on envisage la séparation des isotopes de l'uranium à l'aide d'un spectrographe de masse. On néglige le poids des ions devant les autres forces. On l'avait dit. Maintenant, quelle est l'utilité de ce chapitre? C'est pour faire la séparation des isotopes. Pour la séparation des isotopes, on peut dire ça comme pour le cyclotron et le fluide de vitesse. Les chimiques sont des isotopes. Et nous avons besoin d'avoir des produits purs. Dans ce cas, il faut faire ce qu'on appelle une séparation. Si on parle le cas de l'uranium, il y a l'uranium 235 et l'uranium 238. Mais l'uranium dont nous avons besoin, c'est l'uranium 235 qui est radioactif. Donc il faut, et ça représente un faible pourcentage. Donc il faut faire ce qu'on appelle la séparation des isotopes pour utiliser l'uranium 235. C'est ça même le problème actuellement au monde, avec l'Iran, les États-Unis,
Ils font ce qu'on appelle l'enrichissement de l'uranium, l'enrichissement. Ils veulent avoir de l'uranium pur. À partir de l'uranium qui est un composé où il y a plusieurs isotopes, ils veulent enlever ce qui est pur. C'est ça. Et à quelle fin maintenant? C'est le problème. Merci, je vous remercie. Merci. Pour le prochain. C'est génial. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Je reviens de loin. Les mots s'entrechoquent dans ma tête. Ça me demande beaucoup plus de concentration. Mais je vois ça. C'est un réel plaisir. C'est des enfants. Mais je vois le censeur de la salle des profs. Il est en train de sourire. Il est c'est un physicien. Mais moi, je suis. C'est pas méchant? Non, c'est pas méchant. Mais comme je dis souvent, c'est vraiment une chance de vous rencontrer et de voir toute cette passion, de voir le génie sénégalais qui est là. On dit que nous n'avons pas une mémoire scientifique, mais c'est totalement faux. Ce pays regorge de potentialités de scientifiques. Les mettre en valeur, c'est ce qu'il faut. C'est un littéraire qui vous parle. Mais je sais ce que valent les sciences. Parce que nous, on est passé par des collèges techniques. Les sciences physiques, nous les avons fréquentées depuis la quatrième jusqu'en terminale. Ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est de n'avoir pas continué. Parce que Covid-19 est là. Nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de pharmaciens, nous avons besoin de fabricants de médicaments, nous avons besoin de gens dans les laboratoires. Quand ils auront tout fait, nous les littéraires, nous parlerons aux populations pour qu'ils sachent comment utiliser vos médicaments. C'est là où on va se rencontrer. Nous savons comment parler aux populations, mais vous savez comment les soigner. Et donc, vive la science et vivement aussi des élèves dans les séries scientifiques. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, à chacun son rôle et c'est pour le grand bien de la nation, c'est pour le grand bien de l'humanité. Nous avons besoin de scientifiques, de littéraires. Nous avons besoin de tout le monde pour bâtir une nation solide des citoyens, modèle. En tout cas, mille merci, monsieur Diallo. Je vous retrouve avec plaisir. Je le dis juste après que vous ayez quitté le plateau. Je ne voulais pas les détails, c'est pourquoi je l'ai dit après. Nous verrons après, nous verrons la suite. Merci beaucoup. En tout cas, mille merci. Merci beaucoup, docteur Massamba. Merci beaucoup, monsieur Mangane, professeur d'histoire et de géographie. Merci aussi à monsieur Gueye, Ousmane Diène Gueye, professeur, enseignant titulaire des classes CM2. C'est bien ça. J'adore bien, docteur Massamba, ce mot instituteur, cette appellation. J'adore. Mais oui, parce que le lieu le plus fondamental de la recherche, on l'appelle l'institut. Il faut savoir ce que veut dire un instituteur. Il faut savoir ce que cela veut dire. L'instituteur, il prend l'enfant quand l'enfant sort de sa mère, des mains de sa mère. Il a une responsabilité énorme. Le professeur de collège hérite. Lui, il est à l'aise parce qu'il hérite d'un enfant qu'on a déjà façonné, en qui l'instituteur a déjà installé des choses fondamentalement intéressantes pour une trajectoire, pour rester dans le champ lexical du physicien. Il le projette dans un champ. Si ce champ-là n'est pas bien maîtrisé, l'enfant, comme le disait Senghor, va atterrir dans un lieu où on ne peut pas lui rendre service. Donc le terme instituteur est un des termes les plus valorisants. Les autres, ils sont des professeurs, ils professent, mais celui qui installe et qui institue des choses en l'individu, c'est celui-là qu'on appelle l'instituteur. Il y a la base. Énormément de respect pour eux, parce qu'ils sont multidisciplinaires, ils sont psychologues et ils sont ensuite ceux que j'appelle les plus grands psychopédagogues que nous avons aujourd'hui dans cette terre-là, et nous leur devons tout. Nous savons ce que nos instituteurs nous ont offert dans la vie. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, et je dis grand chapeau à tous les instituteurs depuis l'école William Ponty. Merci beaucoup, docteur Massamba.